magazine Pluriel. Tanguy Arrêt. Mesdames et messieurs, bonjour. Samedi ensoleillé à Lomé et ses environs. Une belle journée en perspective. Merci à toutes et à tous d'être là pour le magazine Pluriel. Les titres à présent: lutte contre le paludisme au Togo, la campagne chimio-prévention destinée aux enfants de 0 à 2 ans a été lancée jeudi dernier à Azaou, dans la préfecture de l'Avé. Le point dans cette édition. Une agriculture pérenne face au changement climatique. Des dialogues politiques sont engagés dans chaque pays à travers le programme de préparation multi-pays pour faciliter l'échange de connaissances. Les hommes des médias étaient cette semaine à l'école de l'assurance maladie universelle. Il est question de les outiller à mieux sensibiliser le public sur ces soins. Professeur Bani Akleso, coordinateur du projet Services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle, est notre invité. Autre sujet de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Réduire les inégalités en matière de soins au VIH-Sida, c'est le combat du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, Togo. Le centre a échangé hier à Lomé avec les professionnels des médias. Il a présenté au public les activités menées par le CNLS en lien avec les droits humains et celles qui vont meubler la journée mondiale de lutte contre le sida ce dimanche 1er décembre à Biré-Lémou. Suivons le chemin des droits. C'est le thème de la journée mondiale de la lutte contre le sida, édition 2024. Pour parvenir à éradiquer cette épidémie d'ici à 2030, toutes les barrières, notamment la stigmatisation qui empêche les personnes vivant avec le VIH-Sida d'avoir accès aux soins, doivent être levées. Professeur Vincent Piché, coordonnateur national du secrétariat permanent du CNLS-IST. Des gens qui sont encore stigmatisés et discriminés, il faut sensibiliser les gens. La plupart des gens qui sont stigmatisés, c'est lié à l'ignorance. Les gens ne connaissent pas les mots de non-contamination. Donc les gens ne continuent pas à croire que manger ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble avec les PVIH, c'est un problème alors que ce n'est pas un problème. Donc il faut qu'on ne continue pas à sensibiliser la population sur les mots de non-contamination, documenter les cas de discrimination et de stigmatisation et les traiter aussi bien socialement et parfois même des cas au niveau judiciaire. Dans le cadre des objectifs internationaux, il faut atteindre 95% des objectifs. Donc il y a beaucoup de défis à relever pour que d'ici 2027, on arrive à ces résultats de 95%, pour que d'ici 2030, le Togo arrive à mettre fin à l'épidémie de sida comme santé publique. Plusieurs activités sont au programme de cette édition, notamment le football. Une occasion d'honorer tous les acteurs qui s'attellent à la lutte contre le VIH-Sida. Souley Wad, directeur régional de Ending AIDS in West Africa. Cet événement, cette année, nous le voulons plus inclusif, plus récréatif, plus convivial. Donc, il s'agira d'un tournoi de football, équipe féminine et équipe masculine, entre les sites associatifs que nous accompagnons, mais aussi les centres de santé publics. Et cet événement, c'est pour vraiment célébrer les acteurs, les agents de santé qui font un travail remarquable au jour le jour. Et nous avons une série de catégories et d'indicateurs sur lesquels nous allons les apprécier et les célébrer avec des prix. En plus du sida, le Conseil national de lutte contre le sida ajoute à son cheval de bataille la réduction de la syphilis et de l'hépatite B en faveur des enfants. Santé encore, lutte contre le paludisme au Togo. La campagne de chimio-prévention destinée aux enfants a été lancée jeudi dernier à Azaou, dans la préfecture de l'Avé. Des enfants de 0 à 2 ans ont reçu chacun la sulfadoxine, pyriméthamine, un comprimé pour se prémunir du paludisme. Dr Atekpe Abalo, coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme au Togo.
Ce matin, nous avons procédé au lancement de la chimioprévention du paludisme pérenne chez les nourrissons. Il s'agit donc d'une intervention à haut impact qui permet de protéger les enfants contre le paludisme au cours des 5 premières années de vie. Et donc, ce qui va se faire dans les jours à venir dans les différentes formations sanitaires de 16 préfectures, à savoir les 2 préfectures de la région Grand Lomé, les 6 préfectures de la région maritime et 8 préfectures de la région des plateaux. Il s'agira au cours des séances de vaccination de donner un comprimé de sulfadoxine pyrimétamine aux enfants qu'on amène pour la vaccination. Et donc chaque enfant avant ses 2 ans devrait bénéficier de 4 doses de sulfadoxine pyrimétamine. Donc à 10 semaines, à 14 semaines, à 9 mois et à 15 mois. Donc on ne va pas multiplier les séances de vaccination, mais on va profiter des jours de vaccination pour donner les comprimés aux enfants. Aucun développement n'est durable s'il n'inclut toutes les couches sociales et tous les genres. C'est dans cette optique que la nuit de l'inclusion, 2e édition, a été organisée par la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, FETAF, hier à Lomé, une soirée riche en couleurs et en sons. Alou Noé. De la musique animée par les personnes handicapées pour les personnes handicapées et non handicapées, c'est cette ambiance qui a donné le ton à la nuit de l'inclusion sous le regard bienveillant du professeur Zinsou Klassou, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Le temps que nous donnons ce soir à célébrer la Journée internationale des personnes handicapées est pour nous non seulement l'occasion de célébrer les avancées, mais aussi de renouveler nos engagements, surtout en termes de défis qui restent à relever, en vue d'optimiser les chances d'une pleine et effective participation de cette importante couche de la société à la vie communautaire et nationale. Des poètes, il y en avait au cours de la soirée. Des artistes de la chanson également, des danses chorégraphiques exécutées par des handicapés visuels et auditifs effectuant habilement des pas de danse et des cabrioles à vous couper le souffle et de l'humour. Les personnes handicapées ne se sont pas fait prier pour montrer leur talent et savoir-faire pour le plus grand plaisir des centaines de personnes présentes. C'est une très grande joie de voir les personnes handicapées déployer leur talent. Ça me rassure que le handicap n'est pas un frein pour le développement, pour l'épanouissement. Et je les encourage à faire davantage. Vous venez de voir à travers les prestations de nos artistes tout à l'heure, beaucoup ont été émerveillés dans la salle. Nous avons vu des personnes handicapées auditives, visuelles, physiques qui font vraiment de très belles prestations sur tous les plans. La nuit de l'inclusion célébrée cette année revêt 3 caractères. Akapo Noumagnon et Nyonam Azakpo, président du conseil d'administration de la FETAF. Le premier, c'est de célébrer les talents artistiques des personnes handicapées. Deuxième chose, c'est de sensibiliser toute la population togolaise sur le fait que le handicap ne handicape pas. Troisième aspect, c'est d'honorer des personnalités de notre pays et d'ailleurs qui militent pour la construction d'une société inclusive. La remise symbolique du prix de l'inclusion au professeur Zinsou Klassou, ministre en charge de l'action sociale, a mis un terme à cette soirée dont l'objectif est de créer des ponts entre les personnes handicapées et le reste de la société. Allô, Noé, société, santé encore. La journée du 28 novembre de chaque année est dédiée aux soins à domicile ou santé à domicile, occasion de faire la lumière sur les prestataires de soins de santé à domicile. Les avantages de ces soins dans ce magazine de Nabara Nafara Nouda. Les soins à domicile incluent la consultation, l'administration de médicaments, les injections, les pansements, la rééducation, les soins palliatifs et l'assistance dans les activités quotidiennes telles que les toilettes. Cette prise en charge à domicile repose sur une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé qualifiés. Dr Sabi Iridon, médecin généraliste au CMS Bekota. Nous avons le médecin traitant, les infirmiers ou infirmières, les aides-soignants, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes. Dans l'équipe, il faut toujours avoir un infirmier ou une infirmière qui est au centre des soins.
qui applique les consignes données par le médecin traitant et supervise le travail que fera les aides-soignants. Les soins à domicile, tout le monde peut en bénéficier, mais beaucoup plus les personnes vulnérables dans l'incapacité de se rendre tout de suite à l'hôpital. Ces soins à domicile sont prodigués aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont malades ou en perte d'autonomie, aux personnes handicapées, aux personnes présentant une pathologie chronique qui nécessitent des soins infirmiers. Ces soins dispensés à domicile présentent plusieurs avantages. Docteur Sabi Iridon. Les soins à domicile permettent de garder le malade dans son environnement familier. Donc, il est entouré de ses proches, des membres de sa famille, ce qui lui permet d'être beaucoup plus à l'aise. Ça réduit le stress que peut engendrer l'hospitalisation. Son environnement familial va permettre aux patients de rester connectés socialement. Ça réduit également le taux d'hospitalisation dans les centres de santé. Ça permet également de pallier à la solitude. Ça réduit également le stress du côté familial. Il y a aussi le coût de l'hospitalisation qui est réduit. La santé à domicile ou les soins à domicile représentent donc une solution innovante et nécessaire pour offrir des soins de qualité aux patients tout en réduisant les pressions sur les structures hospitalières. Nous le disons en titre que l'agriculture pour une sécurité alimentaire face au changement climatique, c'est la préoccupation au cœur du programme de préparation multi-pays financé par le Fonds vert climat dans 23 pays africains, dont le Togo. Dans le cadre de cette initiative, des dialogues politiques nationaux sont organisés pour faciliter l'échange des connaissances de meilleures pratiques. Le Togo a validé hier son dialogue sur les politiques agricoles. Juliette Kandé. Les travaux ont permis d'expliquer aux parties prenantes les scénarios climatiques futurs pouvant affecter l'agriculture, entre autres. Il a aussi été question d'échanger autour des difficultés d'accès au financement dans le secteur de l'environnement. Mairie Yaou, point focal Fonds vert climat. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord, les lignes directrices et les canevas sont difficiles à renseigner. D'abord, la langue de travail du Togo qui est le français, alors que la plupart de ces formulaires sont en anglais. Et de tradition en tradition perd vraiment la substance. Il faut reconnaître aussi que les ressources disponibles au niveau de ces mécanismes ne sont pas suffisantes pour tous les pays en développement. Donc ça fait qu'il y a une rude concurrence. La barre est mise haute pour pouvoir sélectionner les projets et les quantités. 2 études ont été menées au Togo dans le cadre du programme de préparation multi-pays. Dakou Elida Kossi, consultant. La première étude concernait l'analyse des risques climatiques. L'idée, c'était de savoir exactement sur l'étendue du Togo où est-ce qu'il y avait des risques, par exemple, de sécheresse, d'inondations, de vagues de chaleur, susceptibles de créer des baisses de rendement. Et la deuxième étude, c'était de quantifier l'impact des changements climatiques sur les productions agricoles, notamment végétales. Donc on en est arrivé à identifier des zones qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de rendement à hauteur de moins 15, moins 20%, histoire de savoir comment orienter l'action climatique ou mobiliser les fonds pour quel problème exactement. Le programme de préparation multi-pays vise à soutenir la transition vers un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Il établit aussi une agriculture plus résiliente en Afrique. Des pâtissiers togolais ont désormais les atouts nécessaires pour une utilisation optimale du cacao. Longtemps très peu utilisé, le cacao a des potentialités gustatives restées inconnues. Aussi, une session de formation à l'endroit des chefs cuisiniers et des pâtissiers a-t-elle été organisée pour un renforcement de compétences culinaires. Kilim Boyodi. Cette formation dirigée par un expert en chocolat venu de Londres a pris fin vendredi avec une dégustation des mets et du chocolat. Avec l'initiative rentre dans le cadre de la prochaine ouverture de l'hôtel-école Les Bénins. Nathalie Bito, administratrice provisoire de cet hôtel. L'hôtel-école Les Bénins, comme son nom l'indique, était la première école hôtelière en Afrique de l'Ouest. Et donc après la fermeture de l'hôtel, nous avons estimé qu'il était important qu'on ouvre à nouveau l'école. Donc on a réintégré dans la rénovation l'école. Et donc cette formation annonce effectivement l'ouverture de l'école
hôtel Les Bénins. Mais il y aura une très grande innovation. L'hôtel Les Bénins vise à terme à initier le projet de safari du cacao et à faire du Togo une destination de choix pour les touristes du monde entier. Passons à quelques communiqués émanant respectivement des ministères en charge de l'agriculture et de la santé. C'est avec vous, Odette Pira. Le gouvernement togolais, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, organise du 1er au 23 décembre 2024 le 5e recensement national de l'agriculture RNA5 sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération de grande envergure vise à faire l'état des lieux du secteur et à mettre à jour les données sectorielles en termes de production végétale, animale et halieutique afin de répondre au mieux aux demandes d'information des différents utilisateurs des données sur les statistiques agricoles conformément à la mise en œuvre de la politique agricole du gouvernement. Dans le but de réaliser cette opération de collecte d'informations auprès de tous les acteurs du secteur agricole et rural, environ 3000 agents recenseurs sont mobilisés pour parcourir toutes les contrées du pays. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural invite tous les acteurs du monde agricole à se mobiliser et à réserver un bon accueil aux agents recenseurs pour le bon déroulement de cette importante activité. Signé le ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, Antoine Lekba Begbeni. Et puis, depuis quelque temps, on assiste à la création et à l'installation anarchique de structures privées de soins, toutes catégories confondues, malgré les dispositions prises pour décourager ce phénomène, notamment les rappels à l'ordre et la publication périodique de la liste des structures sanitaires régulièrement installées sur le territoire national. Certaines formations sanitaires continuent de s'implanter ou d'exercer sans autorisation. Je rappelle aux promoteurs des dites structures qui se donnent à ces pratiques illicites qui ne garantissent pas une bonne qualité de l'offre de soins à la population que l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale en clientèle privée est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de la Santé conformément à l'article 120 du Code de la santé et aux dispositions réglementaires y afférentes, notamment l'arrêté numéro 095/2017/MSPS/CAB/SG/DGAS DERS du 22 juin 2017 fixant les conditions d'autorisation de l'exercice en clientèle privée d'une profession médicale ou paramédicale. Par conséquent, je demande à tous ceux qui sont dans l'irrégularité ainsi que les structures sanitaires clandestines de prendre les mesures idoines pour se conformer aux tests en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la présente note. Passé ce délai, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Fait à Lomé le 29 novembre 2024, professeur Tiendare, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci à vous, Odette Pira. Du matériel de transformation agricole est remis au groupement de femmes de la préfecture du Bamono. Une initiative du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme qui entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée en différé cette année au Togo. Pakoum Johnson. Journée festive vendredi au Bamono dans le canton d'Agomogolozo et pour cause la célébration de la femme rurale qui a permis la distribution du matériel agricole aux femmes de la préfecture. Le kit est composé de mototricycles, des mixeurs, des moulins, des bassins et de marmites. Sa remise est pour encourager ces femmes rurales à produire plus. Professeur Kostiwazi Souklassou, ministre en charge de l'action sociale et de la protection de la femme. Il me plaît d'exprimer ma reconnaissance à toutes les femmes rurales de cette région qui s'illustrent par leurs efforts pour assurer notre sécurité alimentaire et participent de façon aussi déterminante à la lutte contre la pauvreté. Et pour notre part, nous confirmons ce ferme engagement par l'appui que nous
octroyons ce jour au groupement en matériel de production, de transformation et de commercialisation en vue de soutenir leurs efforts. Le thème national choisi pour cette journée est accès des femmes rurales aux moyens de production pour plus de productivité. 8 groupements ont bénéficié de ces matériels de transformation agricole et ne cachent pas leur joie. On ne peut pas exprimer la joie qui nous anime pour cette remise de ces matériaux-là. C'est des matériels qui vont nous servir beaucoup à au moins diminuer nos souffrances en transformant les cultures que nous faisons dans nos champs. Parce que nous, notre groupement, c'est avec le maïs jaune. Après, c'est le manioc pour transformation de gari et tapioca. C'était pénible, mais avec ce don, on n'a pas encore commencé par l'utiliser, mais à moitié, on est soulagé déjà. Et on remercie beaucoup le chef de l'État pour son effort inlassable qu'il fournit aux côtés des femmes pour soulager leurs souffrances et leur mettre à l'aise économiquement pour au moins le support des enfants et de la maison. Les bénéficiaires promettent de bien prendre soin du matériel mis à leur disposition. Hors du Togo, fin de la présence française au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a annoncé jeudi dernier qu'il n'y aurait plus de soldats français au Sénégal. Mais l'on s'interroge sur le calendrier et la forme de coopération militaire future entre les deux pays. Fin aussi de l'accord militaire entre le Tchad et la France. C'est N'Djamena qui l'a fait savoir à travers une annonce jeudi. Celle-ci est intervenue au lendemain de l'annonce de Dakar faite par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Rubrique invitée à présent, nous le disons en titre, les fondamentaux et les exigences de l'assurance maladie universelle étaient au centre d'un atelier de formation des journalistes le 22 novembre dernier à Abodrafo, dans la préfecture des Lacs. L'objectif est d'amener les journalistes à mieux relayer, sensibiliser, informer et éduquer le public sur les avantages de cette assurance et ses impacts sur la protection sociale. En quoi consiste l'assurance maladie universelle? Qui peut en bénéficier? Quels en sont les bénéfices? Ces questions ont été posées au professeur Bagny Aklesso, coordonnateur de projet Services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle. Il est au micro de Nabara Nouafara Nouda. Professeur Bagny, qu'est-ce que l'assurance maladie? L'assurance maladie, c'est un mécanisme de protection financière contre un risque maladie. Mécanisme de protection contre risque maladie sous-entend lorsque je suis malade et que je dois faire face au poids financier lié à la maladie. Le terme assurance maladie a évolué dans le temps vers l'assurance santé. Y a-t-il une différence entre l'assurance maladie et l'assurance santé? Étant donné que le coût de l'assurance est lié à la consommation des soins, il peut arriver à un moment donné que le fait d'avoir mutualisé dans une entreprise, dans une société, nos moyens pour faire face au fardeau financier lié à la maladie, il peut arriver que cette mutualisation-là, ce fonds issu de notre mutualisation ne puisse pas suffire, puisque beaucoup de gens consomment les soins. Et donc, pour pouvoir minimiser ce fardeau-là, il serait important à un moment donné d'éviter que la maladie n'arrive. Et donc, on va dans un concept de prévention. On paie moins lorsqu'on est dans la prévention, on paie moins lorsqu'on est devant une pathologie qu'on prend en charge tout de suite que lorsqu'on est devant une pathologie qui est compliquée. Donc voilà pourquoi il faut faire un distinguo entre l'assurance maladie et puis l'assurance santé, qui est un concept plus vaste, qui ne se limite pas seulement à la prise en charge lorsque je suis seulement malade, mais également qui prend en compte des états de non-maladie. Professeur, qu'est-ce que la MU? L'assurance maladie universelle, c'est une assurance pour tous.
et c'est une assurance qui est construite par tous. C'est une assurance qui consiste à donner une couverture de risque maladie effective pour toutes les couches de la population, sans distinction aucune, que ce soit jeune, enfant, vieillard, vous êtes pris en compte. Donc, c'est avant tout une question de protection sociale, c'est avant tout un engagement d'un État pour ces populations. Quelle différence y a-t-il entre assurance maladie classique et assurance maladie universelle? Dans l'assurance maladie classique, quand vous avez 60 ans, vous êtes exclu. L'assurance maladie classique, c'est lorsque vous travaillez en entreprise ou bien vous êtes dans une corporation. Mais quand vous êtes travailleur dans l'entreprise, que vous avez l'assurance, quand vous finissez, vous partez à la retraite, l'assurance de votre entreprise, de votre société ne vous suit pas. Vous perdez l'assurance. Par contre, dans le cadre de l'assurance maladie universelle, il n'y a pas de limite d'âge. Professeur, comment se fait alors le financement de l'AMU? L'AMU est financé avant tout par les cotisations sociales, prélevées sur les salaires des salariés, sur les revenus des travailleurs. Et là, je suis en train de parler des travailleurs non salariés. Il n'y a pas que des travailleurs classiques, c'est-à-dire les fonctionnaires, ou alors ceux qui sont dans le privé formel. Il y a nos mamans au marché, il y a nos parents qui font de l'agriculture, il y a les cordonniers artisans, il y a tout un groupe de travailleurs qui sont qualifiés de travailleurs non salariés, mais qui peuvent également contribuer à la prise en charge de leurs frais de santé. Au-delà de la cotisation sociale, l'AMU est financée également par la participation des patients via le paiement par le ticket modérateur. L'État prend en charge une partie. Il y a une infime partie qui vous reste, qui demande également votre participation. C'est également une façon de montrer sa solidarité. Mais l'AMU, avant tout, est financée par la contribution de l'État. L'État contribue de plusieurs manières. L'État contribue déjà en donnant la part liée aux fonctionnaires. Mais l'État contribue également en donnant la part liée à ceux-là qui ne peuvent pas cotiser, c'est-à-dire les pauvres, les personnes vulnérables, qui bénéficient de l'assistance médicale. L'offre de soins a un coût. Quelqu'un doit payer la facture. L'État paie la facture de ces gens-là. Cette assurance universelle, tout comme toute assurance, a certainement des fondements. Quels sont alors les fondements de l'assurance maladie universelle? L'assurance maladie universelle repose sur le principe de solidarité, où les personnes en bonne santé contribuent au financement des soins de tout le monde, de ceux qui sont malades, qui ont les moyens de pouvoir se faire soigner, mais également de ceux qui sont malades, qui n'ont pas les moyens de pouvoir se faire soigner. C'est comme une tontine que nous faisons. Nous cotisons tous ensemble pour que, lorsque certains parmi nous seront malades, on puisse faire face à leurs besoins, à leurs fardeaux financiers liés à la maladie. Un fondement également important de l'assurance maladie universelle, c'est l'égalité d'accès. Ce n'est pas parce que je suis nanti, je cotise plus, que j'ai droit à des soins spécifiques particuliers plus importants que celui qui ne cotise rien et qui est pris en charge par l'État, celui qui reçoit l'assistance de l'État. Non, dans l'assurance maladie universelle, nous bénéficions tous des mêmes soins. Maintenant, si moi je me sens assez nanti et que je veux d'autres soins au-delà de ce que tout le monde perçoit comme soins de base, j'ai les moyens de pouvoir souscrire à une assurance complémentaire. En d'autres termes, parler d'assurance maladie universelle aujourd'hui ne vient pas éteindre toutes les assurances classiques qu'on connaît. Les assurances classiques qu'on connaît, privées, qu'on connaît aujourd'hui, continueront par exister à côté de l'assurance maladie universelle. Mais ça sera beaucoup plus dans le cadre d'une complémentarité. L'assurance maladie universelle a également comme fondement la liberté de choix. Lorsque on est pris en charge dans le cadre d'une assurance maladie universelle, on a droit, quelles que soient nos conditions de vie, quel que soit l'endroit où on se trouve, je suis libre de choisir d'aller vers le médecin que je veux, dans l'établissement de santé, mais je peux avoir accès aux soins partout où je suis sur l'étendue du territoire togolais. Professeur, quelles sont les prestations dont peut bénéficier une personne qui a souscrit à l'AMU? C'est les consultations médicales. Vous vous sentez mal, vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin, ça a un coût et ce coût-là sera payé par l'assurance maladie universelle. C'est des hospitalisations, ce sont les médicaments. Les médicaments sont pris en charge. Les soins dentaires, les soins palliatifs, les soins optiques. Je vais parler de l'ophtalmologie. Je vais parler également des soins qui sont liés aux maladies à longue durée. Vous venez tout à l'heure de parler des médicaments. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces médicaments? Parce que la plupart du temps, ce sont les médicaments qui consomment plus de l'argent. Dans l'assurance maladie universelle,
on peut vous dire, nous allons payer le paracétamol à hauteur de 500 francs. Et donc, si vous allez à la pharmacie, vous dites, je veux du paracétamol, on vous donne du paracétamol à 500. Et l'assurance prend en charge peut-être 80% de ces 500. Mais l'État ne vous oblige pas à aller prendre seulement le paracétamol. Vous pouvez choisir que non, moi, je veux de l'Efferalgan ou bien du Doliprane. Eh bien, si le Efferalgan ou le Doliprane coûte 1000 francs ou 1500, l'État ne considérera que base de son remboursement les 500 du coût de l'Efferalgan ou du Doliprane. Ça veut dire que les 500 supplémentaires, c'est vous qui allez payer d'abord ça. Et donc, c'est les 500 de base de remboursement. C'est sur cela que se fera le calcul des 80% payés par l'État. Et les 20% là, vous les ajoutez aux 500 que vous avez choisi de payer parce que vous avez choisi Efferalgan ou bien Doliprane. Professeur, qui gère alors l'AMU? Le Togo a fait le choix de confier la gestion de l'assurance maladie universelle à deux organismes, l'INAM et la CNSS. Les fonctionnaires agents de l'État sont pris en charge par l'INAM, les retraités sont pris en charge par l'INAM, et à ce groupe-là de population, l'État a ajouté maintenant les pauvres et les personnes vulnérables. Voilà ceux qui sont dans le panier de l'INAM. La CNSS prend en charge les travailleurs du privé formel, mais également les travailleurs non salariés, les artisans, les ministres du culte, les prêtres, des pasteurs. Quel défi est confronté l'assurance maladie universelle? C'est d'abord de pouvoir faire face au coût croissant des soins. Oui, il y aura un accroissement du coût des soins dans la mesure où le vieillissement de la population, les progrès technologiques et les nouvelles maladies vont contribuer à augmenter les dépenses. Le défi, c'est également de pouvoir permettre l'accès aux soins dans les zones difficiles, dans les zones défavorisées. Le défi, c'est également le fait que notre système sanitaire doit pouvoir assurer la qualité et l'efficacité des soins. Professeur, quel rôle doit jouer alors tout un chacun, c'est-à-dire les citoyens? Notre rôle, c'est d'abord la responsabilité personnelle. Nous devons adopter un mode de vie sain et être responsable en matière de santé essentielle. Adopter un mode de vie sain veut dire qu'on va tomber moins malade. Et quand on tombe moins malade, on fait un peu d'économie à l'AMU et ça permet à d'autres qui sont dans des situations plus compliquées d'être soignés aisément. La participation citoyenne. Les citoyens peuvent participer à la consultation publique, mais également ils peuvent exprimer leur opinion, ils peuvent apporter leur contribution à parfaire ce nouveau concept-là. Ils peuvent apporter leur contribution pour nous amener à aller plus loin. Seul, l'État va aller très vite, mais avec le concours de la population, on ne va pas seulement aller vite, mais on va aller très loin parce qu'on est nombreux. Notre rôle également, c'est la solidarité collective. L'assurance maladie, c'est pour nous tous. Nous devons contribuer par nos cotisations. Nous devons contribuer en nous comportant de telle sorte que l'AMU puisse durer dans le temps, que ce ne soit pas nous seuls comme bénéficiaires aujourd'hui, mais que demain, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier de ce qui vient de commencer. Professeur Bagny Aklesso, coordonnateur du projet Sécu, merci. Je vous remercie. Merci à Nabara Noudar et son invité qui nous donne à espérer à travers l'assurance maladie universelle, même si cette espérance contraste avec les échos du palais du jour, à savoir qu'après un mois de mariage, une étudiante découvre qu'elle est enceinte, elle accouche plus tard et se débarrasse du bébé. Elle est condamnée à 1 an de prison, les faits avec Hélène Assabi. Âgée de 21 ans, Fatou, étudiante en faculté de droit, filait le parfait amour avec son copain. Durant les 5 ans d'union, le couple entretenait des relations intimes à tout bout de champ. Le mariage scellé en octobre dernier, elle découvre qu'elle est enceinte de 6 mois. Voulant sauver son honneur à tout prix, elle a expulsé de son ventre un fœtus de 6 mois avant de le jeter dans une fosse septique. Même si l'enfant était celui de son mari, il était hors de question pour Fatou qu'il voit le jour. Fatou pensait s'en sortir indemne en perpétrant son forfait loin de chez elle dans l'immeuble où sa mère fait le linge. Mais grâce à un locataire, son poteau rose a été mis à nu. En effet, ce dernier, constatant que la fosse septique de l'immeuble où il avait un appartement était bouchée, a fait appel à un déboucheur. Celui-ci a découvert que cela a été bouché par un fœtus. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont extrait le fœtus et une enquête ouverte
a permis d'interpeller Fatou qui a reconnu les faits. Son dossier a été évoqué au tribunal des flagrants délits de Dakar le 26 novembre dernier. Face au juge, la prévenue, poursuivie pour avortement clandestin, suppression d'enfants et profanation de cadavres, a contesté les faits. Acculée par le parquet, elle finira par dire que c'est Dieu qui a pris la vie de cet enfant, mais qu'elle ne l'a pas tué, que c'est au début du mois de juin qu'elle a constaté qu'elle n'avait plus ses menstrues. Convaincue de la culpabilité de la prévenue, le ministère public requiert de la déclarer coupable des chefs d'emprisonnement. Le maître des poursuites a requis 3 ans d'emprisonnement ferme. Ainsi, il renseigne que le certificat médical dit que l'enfant vivait au moment de l'expulsion. Elle l'a introduit dans la fosse septique. Elle a déclaré l'avoir expulsé dans les toilettes. Fatou n'a informé personne. Son mari n'était pas au courant de sa grossesse. Elle n'a pas effectué de visite prénatale, ce qui prouve qu'elle avait l'intention de s'en débarrasser. L'avortement est donc établi ainsi que la suppression d'enfants. Après l'expulsion, elle a introduit le fœtus dans la fosse septique des toilettes, d'où le délit de profanation de cadavres. Selon l'avocat de la défense, cet avortement peut être accidentel. Il a donc demandé au tribunal de lui tendre la perche puisqu'elle est étudiante. Il a sollicité la relaxe de sa cliente. Sa requête n'a pas été entendue par le tribunal qui a reconnu Fatou coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a écopé d'une peine d'emprisonnement d'1 an ferme. À samedi prochain. Passons au sport football. Les coupes interclubs du continent, la Ligue des champions et la Coupe CAF affichent leur programme. Il y aura du mouvement sur le continent jusqu'à la mi-janvier. Kilim Boyodi. En Ligue des champions, la deuxième journée se joue du 6 au 8 décembre. 11 joue du 13 au 15 décembre pour le compte de la troisième journée. La quatrième journée est prévue du 3 au 5 janvier 2025. La cinquième et avant-dernière journée se jouera du 10 au 12 janvier et la dernière journée sera quant à elle jouée du 17 au 19 janvier 2025. En Coupe CAF, c'est moins dense. La deuxième journée se joue le 8 décembre, la troisième une semaine plus tard, c'est-à-dire le 15 décembre. L'acte 4 est prévu pour le 5 janvier. La journée suivante aura lieu le 12 janvier et la dernière journée sera jouée le 19 janvier. À la une des parutions, l'occupation illégale des réserves administratives, la 19e foire internationale de Lomé et le budget de l'État, exercice 2025, Léontine Atogima. Le social et la sécurité en priorité. Voilà ce que Togo Réveil note du budget de l'État, exercice 2025. Qu'il est ambitieux, ce budget, s'exclame l'éveil de la nation. Son chiffre exact. Près de 2400 milliards de francs CFA, indique Togo Matin. Économie et développement rentre dans les détails. Près de 1200 milliards de francs CFA consacrés au volet social pour réduire la vulnérabilité des populations togolaises. Autre ambition, poursuit le journal, maîtriser le déficit budgétaire qui doit atteindre 3% du PIB en 2025. Économie et développement rajoute que la loi de finances 2025 est également soumise au contexte sécuritaire. Vu le budget consacré au social, le changement se demande si la faim ne poussera-t-elle plus les gens à ramasser du riz toxique sur les dépotoirs. L'hebdomadaire dit vouloir bien croire en un changement sur le panier de la ménagère. Selon le journal, les budgets se suivent, se ressemblent et connaissent une hausse chaque année sans incidence aucune sur la vie des populations. Sinon, quel effet le budget exercice 2024 a-t-il eu sur le phénomène de la vie chère qui hypothèque le mode et les conditions de vie du Togolais, s'interroge le changement qui s'attend vraiment à une amélioration des conditions de vie des Togolais grâce au budget 2025. De l'amélioration, la 19e foire internationale de Lomé
en a apporté. Gazelle Info révèle des innovations et une sécurité renforcée. Symphonie Renchérie évoque un point de cette sécurité, la mise à disposition d'un numéro vert, le 8992 opérationnel, 24 heures sur 24 pour signaler d'éventuels incidents, obtenir une assistance ou pour se renseigner. La touche particulière, le pays invité d'honneur, le Mali. Selon l'hebdomadaire, les entreprises togolaises et maliennes exposent une large gamme de produits allant de l'artisanat aux technologies de pointe en passant par l'agroalimentaire. L'actualité qui défraie également la chronique, la décision du gouvernement de chasser tous ceux qui occupent illégalement les réserves administratives. L'Union pour la patrie avertit qu'ils ont 12 mois pour déguerpir. Que se passera-t-il après le délai butoir? Questionne la lanterne. Elle poursuit en relatant que les observateurs avisés se demandent s'il y aura des mesures d'accompagnement à l'endroit des personnes concernées. La même parution répond que malheureusement, le gouvernement a été clair. Aucune indemnité ne sera versée aux occupants de ces lieux. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le magazine Pluriel de ce samedi s'achève ainsi. Le rappel des titres à présent. Lutte contre le paludisme au Togo. La campagne chimio-prévention destinée aux enfants de 0 à 2 ans a été lancée jeudi dernier à Azaou, dans la préfecture de l'Avé. Une agriculture pérenne face au changement climatique. Des dialogues politiques sont engagés dans chaque pays à travers le programme de préparation multi-pays pour faciliter l'échange de connaissances. Les hommes des médias étaient cette semaine à l'école de l'assurance maladie universelle. Il est question de les outiller à mieux sensibiliser le public sur ces soins. Professeur Bani Akleso, coordonnateur du projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle, est notre invité. Autre sujet de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg